Il est 23 heures à la seconde près, c'est l'heure de la dernière édition du journal à la une de l'actualité. Ce mercredi, comme chaque semaine, il y a eu conseil des ministres au palais de la présidence de la République au Plateau. Plusieurs mesures adoptées dont la levée de l'exclusivité de la SOTRA pour le transport urbain et la signature de plusieurs accords de prêt en vue du financement partiel de logements socio-économiques. La réunion a été présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les examens du brevet d'études du premier cycle 2025 ont débuté aujourd'hui. La journée a été consacrée à l'oral, démarré comme prévu sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce sont près de 650 000 élèves qui sont attendus dans 1600 centres jusqu'au 24 mai. Et puis, la saison pluvieuse vient de grossir son lot de drames funestes avec cet incident dans le quartier Mosikro Nematoulaye dans la commune d'Atekoubé. Un éboulement a arraché la vie à 6 personnes, dont une famille entière. Les autorités municipales du district et gouvernementales apportent leur soutien aux familles éplorées. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé ce mercredi au palais de la présidence au Plateau un conseil des ministres. Au nombre des mesures adoptées, la levée de l'exclusivité de la SOTRA pour le transport urbain et la signature de plusieurs accords de prêt qui devraient permettre le financement partiel de logements socio-économiques, mesures qui concernent aussi le renforcement du système agricole et l'appui à la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, 12 points sont à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour améliorer les conditions de vie des populations. Au nombre des mesures adoptées, un avenant à la convention entre l'État et la SOTRA, la société de transport abidjanais. Cet avenant réaménage les modalités de la concession actuelle de la SOTRA dans la perspective de l'avènement de nouveaux modes de transport public tels que la ligne 1 du métro d'Abidjan sur l'axe Anyama-Port-Boué et les BRT, dont le BRT Est-Ouest sur l'axe Yopougon-Bingerville, qui sont en cours de réalisation. À cet effet, il lève l'exclusivité accordée à la SOTRA et ouvre le réseau public de transport concédé à l'exploitation de nouveaux opérateurs en vue de répondre aux défis actuels de la mobilité dans le Grand Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Autre annonce de ce conseil, la ratification de plusieurs accords de prêt pour le financement partiel de logements socio-économiques, le renforcement des systèmes agricoles et l'appui à l'expansion de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 40 milliards de francs CFA en vue du financement partiel du projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, phase 2, et de 1 200 logements à Akupé-Zedji PK24. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de financement d'un montant total de 45 608 690 210 francs pour le financement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord-Est. Le troisième décret adopté d'un montant total de 47 913 300 000 francs CFA comprend plus précisément l'acquisition de 2 avions Airbus A330 pour soutenir la croissance d'Air Côte d'Ivoire, réduire le coût du tarif aérien et améliorer la connectivité aérienne de notre pays. Dans la même foulée, les résultats de la revue du C2D tenue du 7 au 11 avril dernier sont salués. 45 conventions pour une enveloppe de plus de 1 740 milliards de francs CFA et la quasi-totalité des projets prévus être livrés fin 2025. Les deux parties, françaises et ivoiriennes, ont unanimement salué le niveau d'exécution des opérations de terrain et les résultats obtenus après 12 années de mise en œuvre des projets C2D. Relativement au troisième C2D, d'un montant de 751 milliards de francs CFA, 16 projets ont déjà fait l'objet de signatures de conventions
pour 587,1 milliards de francs CFA. Engagé pour l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement renforce la sécurité juridique. Ces actes annoncent de nouvelles incriminations ou reformulations d'incriminations existantes en vue de renforcer la sécurité juridique du monde des affaires en Afrique et d'encourager les investissements. Nouvelles dispositions aussi pour la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ce décret détermine les modalités de fonctionnement de ces organes de façon à permettre à l'institution de remplir efficacement ses missions. Le sujet du genre, invité à la table du Conseil, annonce une conférence des bailleurs pour la mobilisation des ressources autour de ces 3 axes d'institutionnalisation. Répondant aux questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant sur les troubles survenus dans la commune du Plateau ce début de semaine. Il s'agit donc d'un conflit entre des partenaires sociaux, il faut le dire comme ça, de la MATCA, mais cette question aujourd'hui est devant les tribunaux. On peut remercier Dieu qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines, mais il faut savoir que nous ne tolérerons pas que le désordre s'installe et que des gens se rendent justice. Amadou Koulibaly invite les internautes aux bonnes pratiques sur la toile. Notre pays est un pays de liberté d'expression. Depuis que le président Ouattara est donc à la tête de ce pays, jamais nous n'avons restreint l'accès aux réseaux sociaux. Plus nous allons approcher les élections, plus nous aurons affaire à des fake news. En termes de dispositifs, vous avez l'ANSSI qui a créé une page qui, tout de suite, quand une infox est lancée, la dément. Il y a une sévérité au niveau de la loi qui, aujourd'hui, fait que toutes les peines ont été doublées. Mais nous estimons que le plus important, c'est d'empêcher la commission du délit. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la sensibilisation. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 11 juin. On reste dans les encablures du palais présidentiel avec cette audience accordée par le Premier ministre à une mission économique d'investisseurs égyptiens. Elle séjourne du 19 au 23 mai en Côte d'Ivoire. La vingtaine d'hommes qui la composent vient pour explorer les possibilités d'affaires dans les secteurs clés tels que le logement, l'énergie, le tourisme, entre autres. Robert Begré-Mambé s'est entretenu avec eux cet après-midi. Témoin pour RTI1, Franck Quadio et Adama Kéré. En Côte d'Ivoire, pour une mission économique et commerciale, une vingtaine d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise égyptiens multiplient les rencontres. À la primature, la délégation, conduite par Chérif Mostafa Al-Galabali, échange avec le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Plusieurs secteurs clés sont à explorer. Pris note et la conclusion qu'il y a plusieurs points sur lesquels on peut travailler en collaboration avec la Côte d'Ivoire. Le premier point, l'investissement dans le domaine de l'agriculture. Deuxième point, l'infrastructure. L'Égypte est parmi les pionniers qui ont réalisé de méga projets concernant l'infrastructure. L'Égypte a l'expertise et a développé les expertises et l'expérience dans le domaine des chemins de fer et nous avons su qu'il existe actuellement un projet de relier Abidjan à Yamoussoukro, la capitale. Déjà en 2023, le niveau d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte était estimé à 175 milliards de francs CFA. Des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé note les bonnes dispositions du gouvernement ivoirien. Vous avez des grands industriels dans votre pays et nous serions heureux que ces capitaines d'industrie viennent investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'opportunités. L'Égypte est le premier pays touristique en Afrique et parmi les 10 meilleurs pays touristiques dans le monde. Les produits pharmaceutiques, il y a beaucoup d'opportunités. On voudrait demander à nos frères égyptiens de venir investir ici. Cette délégation d'hommes d'affaires égyptiens est en Côte d'Ivoire à l'initiative de la Confédération générale des entreprises en partenariat avec les affaires étrangères. Une mission de 5 jours débutée le 19 mai.
La saison des pluies pointe son nez avec à son compteur déjà un drame. Dans la nuit du mardi à mercredi, un éboulement déclenché par un éclair et des pluies diluviennes a arraché la vie à 6 personnes, dont une famille entière. C'est le deuil dans le quartier Mosikro-Nematoulaye, dans la commune d'Atekoubé. Les autorités du district et communal sont allées apporter leur soutien aux familles étreintes par la douleur. Locénie Cissé et Davis Oyo. À Mosikro, Nematoulaye, quartier de la commune d'Atekoubé, le tonnerre a grondé vers 2 heures du matin. Puis un éboulement violent et implacable. En quelques secondes, la terre a englouti des vies. Conséquence, 12 victimes, dont 6 morts. Parmi elles, une famille entière, le propriétaire de la cour, sa femme et le fillette de 7 ans. Mais aussi la famille de M. Diallo, locataire des lieux. Encore sous le choc, sa voix tremble et son regard hagard. Quand il s'est levé 2h30, il y a une tonneau qui a grondé en même temps. J'ai tapé aux voisins, sortez. En ce moment, il y avait la pluie. Donc mes collègues, mes voisins, ils sont sortis. En ce moment, il y avait Kaou qui était 6 mes enfants. Bon, on a essayé d'évacuer 4 personnes. Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers militaires sont intervenus. Alors nous déplorons 6 cas de décès. Voilà, 4 victimes évacuées, 2 victimes non évacuées. Pour les personnes qui sont dans les zones à risque, voilà, nous demandons à ces personnes-là vraiment de faire l'air possible de quitter ces zones à risque. Parce que la vie de l'homme est plus importante que tout, quoi. Sur les lieux, une délégation du district autonome d'Abidjan, dépêchée par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. À sa tête, le premier vice-gouverneur, par ailleurs maire de la commune d'Atekoubé. Nous sommes en face d'une véritable tragédie. La tragédie est complètement incompréhensible. Ça fait de nombreuses années qu'en tant que gestionnaire de cité, nous passons le temps à faire de la sensibilisation. Nous passons le temps à rappeler que la vie vaut mieux que la promiscuité. Nous sommes donc venus dire aux familles endeuillé que le district prend sa part de deuil et de compassion. Face à ce drame, le gouvernement invite les populations à libérer immédiatement toutes les zones à risque. En attendant des solutions pérennes, le gouvernement s'engage à prendre en charge les victimes et les familles endeuillées de Mosikro. Suite à cet éboulement mortel, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée par son collègue de l'assainissement, Bouaké Fofana, était sur les lieux cet après-midi pour constater les dégâts. Miss Belmondo a rappelé aux populations les dangers liés à la saison des pluies avant de demander aux riverains de quitter les zones à risque pour éviter d'autres décomptes macabres. Vous les avez certainement vus sur les images précédentes. Ils sont en première ligne dans ce genre de situation. 196 soldats du feu viennent renforcer les rangs de sapeurs-pompiers militaires, dont 15 personnels féminins. Ils viennent d'achever leur formation par la cérémonie de remise officielle de casques. Ils sont désormais aptes à servir. C'est ce que nous disent Ismaël Evradeo, Abou Sanogo et Zakaria Traoré. Leur formation a duré 8 mois, variée en premier secours, lutte contre les incendies, la surveillance des baignades et la conduite d'urgence. Jugés aujourd'hui aptes, ces 196 recrues intègrent officiellement la grande famille des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Ils reçoivent à cet effet des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le casque, attribut indispensable à leur corps de métier. Soldats du contingent 2023-1A. Devenir pompier, c'est faire le choix de l'altruisme avec engagement et disponibilité. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille en vous invitant à continuer d'écrire l'histoire de ce corps comme le font depuis 1974 de nombreuses générations de jeunes Ivoiriens qui ont fait le choix de sauver ou périr. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, a invité les nouveaux soldats du feu à la discipline et au travail. Face à l'intensification des risques environnementaux, technologiques et humanitaires, la protection civile
s'impose comme un enjeu stratégique majeur au cœur de notre souveraineté nationale. Que chacune de vos actions soit inspirée par l'honneur et la fidélité au serment que vous venez de prêter. Telle est la voie du sapeur-pompier militaire qui, en tout temps, en tout lieu, sauve ou périt. Autre temps fort, la décoration des personnels qui se sont illustrés pour le bénéfice du corps. Clou de la cérémonie, un défilé des troupes à pied et d'engins du groupement des sapeurs-pompiers militaires. On demeure avec les hommes en armes. Jeudi prochain, l'École nationale des sous-officiers d'active à Nsoa célèbre sa 34e promotion. Une de nos équipes s'est rendue dans l'établissement pour s'enquérir de l'avancement des préparatifs et des particularités de cette école militaire. Incursion à l'ENSOA avec Gervais Kwasi et Kader Sogodogo de RTI Boaké. École nationale des sous-officiers d'active de Boaké, Nsoa. Depuis sa création en 1983, 33 promotions ont été formées. L'école accueille aussi bien des Ivoiriens que des stagiaires venus de l'étranger, notamment de la sous-région. Aujourd'hui, en plus de la formation des sous-officiers généralistes, l'ENSOA forme désormais des sous-officiers spécialistes dans les domaines de la mécanique automobile, des systèmes d'information et de communication et le bâtiment. L'ENSOA est un établissement militaire mixte. Dès l'aube, bien avant le chant du coq, les élèves entament leur journée. Une routine exigeante où se mêlent rigueur militaire, formation théorique et entraînement physique intensif. Mon intégration s'est faite progressivement, avec quelques défis au début de la formation. Mais j'ai compris que la compétence prime avant tout. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'esprit de camaraderie qui s'est développé entre mes frères d'armes et moi. J'ai ici trouvé des nouveaux membres d'une nouvelle famille avec qui nous avons surmonté bien des épreuves. Le sport, avec pour point d'orgue le parcours d'obstacles, fait partie du quotidien des stagiaires généralistes comme spécialistes. Si pour les cours dispensés, les stagiaires généralistes sont dans des salles de classe encadrées par des instructeurs, les spécialistes, quant à eux, sont dans des ateliers ou sur des chantiers. Ce chantier nous permet de mettre en pratique tout ce que nous avons appris au cours de notre spécialité, tel que le montage des murs, le coffrage pour la confection des poutres et les différents dosages. Nous sommes actuellement au garage de l'école pour mettre en pratique nos cours que nous avons reçus durant notre formation de spécialistes, tels que la mécanique générale, l'électricité auto et la maintenance mécanique. Nous sommes présentement ici dans la salle technique qui nous permet de mettre en pratique nos différents domaines qui sont maintenance électronique, maintenance informatique et développeur d'applications. Ailleurs, on parlerait de tons communs. Spécialistes et généralistes se retrouvent pour des exercices de combat avec un maniement d'armes. Et le programme peut aller bien au-delà de la journée. L'ENSOA s'apprête pour la sortie de sa 34e promotion. Le commandant école ouvre ses bureaux tout en mentionnant les innovations qui sont opérées. Dans la vision du chef d'état-major, il était question d'introduire de nouveaux curricula qui vont permettre aux armées de se mettre à la hauteur de cette évolution générale. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il nous a fait venir ici un certain nombre de jeunes Ivoiriens qui sont dans les domaines technologiques, logistiques et autres pour leur permettre d'intégrer l'armée et de nous aider à avancer dans notre mission de défense. La place de la Côte d'Ivoire dans la formation militaire au niveau de la sous-région est bien connue. Pour cette 34e promotion, nous avons 6 nationalités. Nous avons le Cameroun, le Congo, la Guinée, le Gabon, la République centrafricaine et le Togo. Ce jeudi, le cercle de la famille des sous-officiers d'active va s'élargir avec la sortie de la 34e promotion. À Boaké, cela est un événement et la fête se prépare.
Demain, la Côte d'Ivoire accueille la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix. En prélude à cet événement, l'on vous envoie à la découverte de l'œuvre et l'engagement du premier président ivoirien dans la résolution des crises sur le plan international. Mahama Traoré nous replonge dans son inlassable combat en faveur de la paix dans le monde. Nous avons préféré le dialogue que nous considérons comme l'arme d'effort. Le dialogue comme l'arme d'effort pour ériger une paix durable au sein et entre les nations. 2 ans après son décès, le sage de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny, continue encore de marquer les esprits. Vous remarquez les conflits qui ont lieu actuellement. Ils en sont maintenant au stade des négociations, que ce soit en Ukraine ou bien avec ce qui se passe à Gaza. Donc je pense que la méthode préconisé par Félix Houphouët-Boigny est toujours d'actualité. Toutes les fois qu'il y aura des problèmes entre vous, problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes sociaux, le plus important c'est de comprendre que vous êtes des frères et que vous devez vous parler pour trouver des solutions qui vous arrangent tous. Voilà l'essence de son message. Félix Houphouët-Boigny ne se limitait pas qu'à prôner le dialogue. Il s'engageait à le pratiquer pour parvenir au dénouement des crises. L'histoire retient ainsi son rôle majeur de médiateur dans la crise de l'apartheid en Afrique du Sud. On pensait qu'il était un soutien de l'apartheid parce que Houphouët demandait qu'on discute avec ce système odieux de l'apartheid. Et que c'est dans ce contact direct et dans ce dialogue qu'il pourrait réaliser que nous sommes tous des hommes et qu'il faut qu'on se traite à égale dignité. Comment comprendre cet attachement qu'avait Félix Houphouët-Boigny pour le dialogue? Il a eu des fonctions de chef de canton, de roi des Akoué. Et vous savez, la palabre, la discussion, c'est africain. Et deuxième chose, le premier espace public ou politique dans lequel il se retrouve, c'est l'Assemblée nationale, qui est l'espace par définition du dialogue et du débat. Et donc, par cette tradition humaine, par sa culture akoué, africaine, et par les mécanismes politiques qu'il a contactés dès ses premiers engagements politiques, il a sans doute été inspiré par ces deux mots-là, paix et dialogue, qu'il a mis en avant durant toute sa carrière. Il y a eu des tentatives de coup d'État, il y a eu des tentatives de perturbation, il y a eu des tentatives de sécession, mais il a su circonscrire cela dans la tranquillité et il a géré le pays pendant 33 ans et c'est ce que nous devons retenir. Guerre en Ukraine, à Gaza, au Soudan ou encore dans l'est de la RDC, rien que pour 2024, les conflits armés ont causé 223 000 morts sur la planète. C'est dire que 32 ans après son décès, la parole d'évangile du sage de Yamoussoukro, fondée sur l'exhortation à la paix et à l'amour du prochain, résonne encore dans le temps. Au chapitre éducation, le top départ du BEPC 2025 a été donné ce matin. Les épreuves orales ont démarré comme prévu sur l'ensemble du territoire ivoirien. Au lycée classique d'Abidjan et au lycée moderne de Cocody, malgré une météo capricieuse, les épreuves ont démarré à l'heure. Constat de cet état de fait avec Abigail Niava. C'est l'heure de vérité au lycée classique d'Abidjan. L'épreuve orale du brevet d'études du premier cycle BEPC bat son plein. Face au jury, une candidate présente son sujet. Both city and village life have distinctive features that appeal to different people. Je suis tombée sur un test qui parlait de la cité et du village. Le professeur, il était gentil. En tout cas, les questions qu'il m'a posées, j'avais déjà vu ça à la maison. D'autres candidats attendent leur tour. L'ambiance est studieuse, tendue, mais disciplinée. Mamadou Koulibaly, proviseur du lycée classique, se réjouit du bon déroulement des épreuves, malgré les caprices de la météo. Il faut dire que malgré la pluie, tous les enseignants interrogateurs sont là. Donc, en tout cas, tout se déroule bien. Nous avons commencé à l'heure exacte. À quelques kilomètres de là, au lycée moderne de Cocody, l'atmosphère est tout aussi sérieuse. Des candidats viennent de sortir de leur salle. Par rapport à l'oral, ça s'est bien passé. Les questions n'étaient pas trop difficiles. Du côté des jurys, le bilan est positif. Le niveau des élèves s'est amélioré. Depuis ce matin, je peux dire les élèves que j'ai reçus, le niveau est bon. Les élèves sont à la hauteur, il y a moins de stress. Ils arrivent à répondre aux questions, à lire correctement le test, à interpréter les images.
Donc je vois que les différents professeurs ont fait un bon travail de base avant qu'ils n'arrivent. Après la première journée, les ressentis sont variés, mais un point commun les rassemble, la volonté de bien faire. Les épreuves écrites du BEPC sont programmées pour le lundi 26 au vendredi 30 mai 2025. Les résultats seront connus le mardi 17 juin selon le calendrier officiel. À quelques 48 heures du salon consacré à l'agriculture et aux ressources animales et forestières, une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, est allée inspecter les installations du parc des expositions où se tiendra l'événement. Question de s'assurer de la qualité des préparatifs. Constat, tout sera prêt dans les délais. Un autre ministère et un autre événement, c'est parti pour la 5e édition des Journées de la fonction publique. Le ministre d'État, Anne Désiré Ouloto, a lancé l'événement à l'auditorium de la primature. Elle invite les fonctionnaires à s'approprier ces journées et à prendre d'assaut les sites des activités dans les 15 régions administratives retenues. On part à présent à Aboissau, où le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a marqué une halte dans le cadre de la 4e édition de sa caravane de l'attestation de droit d'usage coutumier, événement couplé aux journées portes ouvertes baptisées Opération Tiroir Vide, une descente de proximité pour informer, écouter et accompagner les populations dans les démarches d'accès aux documents fonciers. Jean-Louis Gbangbo et Adam Sangaré. Aboissau, ville carrefour du Sud Comoé, connaît une expansion rapide. Lotissement informel, terrain coutumier, construction en évolution constante. Mais ici, comme ailleurs, la question du foncier reste un terrain flou. Je sais que c'est en ville, on parle d'ACD, mais au village, bon, à ma connaissance, je n'ai pas cette idée-là. Non, mais je ne sais même pas comment ça se passe même. Parce que on m'a demandé de me rendre à la chefferie et puis aller encore à la mairie. C'est justement pour briser cette ignorance et rapprocher l'administration des citoyens que le ministère a lancé cette caravane de l'attestation de droit d'usage coutumier à Deuil. À la mairie, un panel direct sans langue de bois a permis aux habitants de poser toutes leurs préoccupations. Le côté finance fait qu'aujourd'hui, on détourne les voies. Ce qui revient de manière générale, il s'agit notamment de la compréhension sur les coûts de demande des ACD qui ne sont pas bien connus de nos populations. Ils fonctionnent avec des rumeurs et les coûts pour faire la demande d'ACD, c'est maximum 100 000 francs. Et des gens pensent qu'il faut avoir des millions pour pouvoir avoir des ACD. Donc ces informations sont données. Le lendemain, la caravane s'installe en plein air à la place publique Elenga Etche. Dossier, conseil, explication, une mini-administration décentralisée au cœur de la cité. Donc quand vous retirez le permis maintenant, vous pouvez commencer votre travail. Le projet. Vous ne pouvez pas commencer tant que vous n'avez pas encore retiré votre permis. Il faut les conseils pour pouvoir faire le travail. Voilà, mais comme on ne connaît pas, donc on vient ici pour avoir les bons conseils. Chez moi, j'ai déjà lancé l'ACD. Donc j'attends, comme monsieur a dit, c'est avec l'ACD qu'on commence le projet. Clou de cette 4e édition, la présence effective du ministre de la Construction. Dans une adresse directe aux populations, il insiste sur l'importance de sécuriser son terrain pour bâtir un avenir serein. Nos actions visent à lutter contre les lotissements non conformes, à garantir la viabilité des projets, à prévenir les conflits et à assurer que chaque parcelle soit cadastrée, viabilisée et éligible à un titre foncier. Nous irons jusqu'au bout dans ce processus de sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Aboissau a vidé ses tiroirs pour faire place à la régularisation. Et la caravane, elle, poursuit sa route vers d'autres localités au nom du droit foncier pour tous.
Hors de nos frontières, Human Rights Watch au Mali interpelle les autorités maliennes de transition sur l'exécution d'au moins 22 hommes exécutés par l'armée à Diafarabé. Lundi 12 mai, les soldats maliens ont arrêté 27 personnes sur le marché de bétail de Diafarabé, région de Mopti, dans le centre du Mali, après quoi au moins 22 corps, selon Human Rights Watch, ont été retrouvés égorgés. L'armée malienne a déjà annoncé l'ouverture d'une enquête. Et puis cet échange musclé, mais pas de débordement à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa. C'était une rencontre très attendue avec une certaine inquiétude étant donné la relation notoirement difficile entre l'Afrique du Sud et les États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a donc reçu ce mercredi 21 mai son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa dans les bureaux ovales. Le président sud-africain a assuré que cette entrevue s'est très bien passé et dit s'attendre à ce que Donald Trump assiste au G20 qui aura lieu à Johannesburg en novembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI1.